Inciter et même contrainte, puisque dès l'année prochaine, une nouvelle loi européenne obligera les producteurs de chocolat à mieux tracer l'origine de leur cacao. Objectif, endiguer la déforestation, et les entreprises suisses n'y échapperont pas. La Suisse, ses paysages majestueux et bien sûr son chocolat. Aliment plaisir, aliment réconfort, difficile de faire mieux comme carte de visite. On en oublierait presque que le cacao ne pousse pas ici, mais en région tropicale et avec un bilan écologique pas très glorieux. Au fil du temps, on a voulu que cette culture soit de plus en plus intensive et on a commencé à créer de grandes plantations au détriment des forêts. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir une compétition avec les forêts tropicales. Aujourd'hui, c'est la 4e cause de déforestation au niveau mondial. Pour l'Europe, ça représente des énormes volumes de déforestation importée. Mais ça pourrait changer. Une nouvelle loi européenne entrerait en vigueur en début d'année prochaine. Pour vendre du cacao ou tout autre produit dérivé, il faudra prouver que sa production n'a entraîné aucun déboisement depuis 2020. Une loi qui vaut d'ailleurs aussi pour tout un tas d'autres produits comme l'huile de palme, le café ou encore le bois. Et pour amener la preuve de cette non-déforestation, les entreprises devront fournir les coordonnées GPS des lieux exacts des plantations. Grâce à des images satellites actuelles et passées, elles pourront s'assurer elles-mêmes de la conformité de ces surfaces. Tout comme les pays européens qui opéreront aussi des contrôles aléatoires. En cas de non-respect, les sanctions seront sévères, au moins 4% du chiffre d'affaires de ces entreprises réalisées dans l'UE. Ça concernera aussi les chocolatiers suisses, les plus gros importateurs sur le marché européen. Chocolat et constellations satellitaires, on n'aurait pas deviné tout de suite le point commun. Et pourtant, direction Toulouse, le site principal du groupe Airbus et de sa division Defence and Space. C'est ici qu'on développe depuis 8 ans le projet Starling, conçu tout spécialement pour le contrôle des plantations, bien avant que l'Europe ne légifère en la matière. On utilise des satellites qui vont prendre des images pratiquement tous les jours des concernés. Ça nous permet d'avoir un suivi quasi temps réel de ce qui se passe, de mesurer les évolutions du couvert forestier pratiquement tous les jours et donc d'informer les entreprises sur ce qui se passe dans leur chaîne d'approvisionnement. Ce qui va être intéressant aussi pour les entreprises, lorsqu'il y a en particulier quelque chose qui est en brèche par rapport à leurs engagements ou leurs obligations réglementaires, c'est d'aller vérifier, d'avoir vraiment la preuve, parce que là, en utilisant l'archive que nous avons côté Airbus, donc une archive patrimoniale de plus de 20 ans, avec des images haute résolution, donc de 1,50 m à 30 cm, de toujours aller chercher la date qui va permettre vraiment d'amener la preuve absolue de ce qu'on a pu voir de façon automatique et à grande échelle. Donc là, à votre gauche, vous avez une image prise en février 2020, à votre droite, l'image prise en 2023, et on peut bien prouver qu'il y a eu une perte de couvert forestier. Et donc là, l'entreprise a vraiment tous les outils pour engager son fournisseur ou déclarer que cette ferme ne peut pas rentrer dans ses approvisionnements. Les clients de Starling, ce sont principalement des sociétés actives dans l'agroalimentaire. Avec la nouvelle loi européenne qui pointe le bout de son nez, elles sont toujours plus nombreuses à s'y intéresser. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'entreprises qui nous contactent. On parle de dizaines par semaine, ce qu'on n'avait pas connu avant. Et en fait, ces entreprises-là sont assez perdues face à cette réglementation et cherchent vraiment un support de la part d'une solution comme Starling. Et donc là, au-delà de leur livrer des cartes et de la donnée, on cherche vraiment à leur fournir un support et sur lequel elles puissent bâtir des décisions pour être conformes à cette réglementation. Cette plateforme reste complémentaire à un travail sur le terrain. Retour en Suisse à Nyon, chez Earthworm. À l'origine, c'est cette ONG qui a eu l'idée du projet Starling. Son point fort, son réseau de plus de 300 collaborateurs à travers le monde entier. Donc ça, le vert, c'était la forêt. En jaune, on voit la plantation. Et en rouge, on voit ce qui a été déforesté à un moment. Alors Starling, c'est un outil. L'outil permet de voir des choses. Donc l'outil par lui-même, il ne va pas arrêter la déforestation, il ne va pas faire un impact uniquement en existant. Et donc chez Earthworm, ce qu'on fait surtout, c'est l'analyse et l'interprétation de toutes ces données. On a travaillé par exemple beaucoup en Côte d'Ivoire en se focalisant sur une forêt en particulier. Parce qu'il y avait des planteurs illégaux qui rentraient dans la forêt, qui commençaient à planter le cacao sous le couvert forestier et qui ne pouvaient pas être facilement identifiés uniquement avec des patrouilles qui se déplacent sur place. Donc il y a eu un très grand travail avec Starling pour pouvoir identifier ces pratiques qui ont lieu sous le couvert forestier,
Et ces informations-là, elles ont été utilisées par les entités du gouvernement pour pouvoir réduire drastiquement les niveaux de déforestation. On parle de plus de 80% de réduction dans les dernières années. Ça a déclenché sur un projet plus grand où il y a différents acteurs du côté commercial qui achètent du cacao de cette zone, qui ont été impliqués aussi pour pouvoir analyser quelles sont les raisons pour lesquelles ces personnes elles doivent rentrer dans la forêt pour planter du cacao, quels sont les problèmes de la société et de la communauté qui mènent à une déforestation. Ce projet a impliqué notamment des négociants en matières premières. Parmi eux, Cocoa Source, basé à Vevey, la société achète et revend du cacao en veillant le mieux possible à sa traçabilité. Le marché du cacao, effectivement, est un marché qui est relativement complexe, dans le sens où il y a une multitude d'intermédiaires entre la coopérative de planteurs et le chocolatier. Cette chaîne se complexifie encore plus parce que les planteurs ce sont des plantations familiales qui sont réparties sur des territoires assez importants. On parle de millions de planteurs rien qu'en Côte d'Ivoire. Et c'est par conséquent très difficile de faire la traçabilité jusqu'à chacune de ces plantations qui sont souvent très enclavées à l'intérieur des pays. La Côte d'Ivoire, avec le Ghana, représente 60% de la production du cacao. Et c'est là aussi que les fermes de cacaoyers sont les plus petites, généralement entre 2 et 5 hectares. Ces producteurs vendent leurs récoltes à des coopératives. Ce sont elles qui livrent ensuite la marchandise aux négociants et qui leur transmettent le registre où sont inscrits les noms de chaque producteur ainsi que les quantités livrées. Et pour chacun d'entre eux, on a la superficie en cacao, ainsi qu'un rendement estimé selon leurs pratiques agricoles. Et on va pouvoir comparer donc, ces livraisons totales par rapport à la production estimée. Ici, on a des exemples qui montrent que pour la majorité, on est dans les ordres de grandeur. Et on a aussi un exemple ici, avec un producteur qui a livré plus de 100% de sa production estimée. Qu'est-ce que ça peut signifier, justement, un taux pareil? Ça peut signifier que le producteur a reçu du produit d'un membre de sa famille qui est également membre de la coopérative, mais que ça a été mal spécifié. Il a pu faire l'acquisition de terres. Il faut vraiment mener une enquête pour savoir la cause derrière cette surlivraison. Mais ça peut être aussi de la déforestation. Oui, ça peut venir à la fois d'ententes entre les producteurs dont l'un serait effectivement, on va dire, dans une situation d'illégalité en vue de la déforestation. Ça peut être aussi tout de même beaucoup d'autres cas de figure. Les grands chocolatiers suisses, qui importent directement leur cacao, font généralement ce même travail. C'est le cas de Alba du groupe Coop, avec 20% de sa production qui part aujourd'hui sur le marché européen. L'entreprise n'est pas cliente de Starling, mais de services concurrents, compatibles aussi avec le règlement européen. Le seul souci, c'est qu'à quelques mois seulement de son entrée en vigueur, on ne sait toujours pas sous quelle forme il faudra envoyer ces milliers de données GPS. Il n'est pas encore clair pour nous dans quelle mesure nous devrons transmettre les données à l'UE. Le système d'information européen n'est pas encore accessible pour nous. Il n'est pas encore accessible aux entreprises suisses. Donc, bien sûr, ça ne facilite pas les choses. Et puis, cela impliquera aussi des obstacles au commerce et des dépenses supplémentaires pour les entreprises suisses qui pourront être assez significatives. Des dépenses supplémentaires qui ne devraient pas avoir de grandes répercussions sur le prix final du chocolat. Bien moins en tout cas que les conditions climatiques extrêmes de l'hiver dernier qui ont fait bondir le cours du cacao au niveau record. Les entreprises suisses donc seront aussi touchées par cette réglementation et pour en maximiser l'impact, le WWF s'est allié au géant Nestlé. C'est une alliance qui peut surprendre. La multinationale de l'alimentation Nestlé avec le WWF, défenseur de l'environnement. Ensemble, ils pressent aujourd'hui la Suisse de se doter d'une nouvelle loi compatible avec les nouvelles directives européennes sur la déforestation. C'est sûr qu'on avait besoin de porter notre message dans un monde qui n'est pas le nôtre, qui est le monde économique, qui a l'air d'être très touché par cette loi. Et donc, pour faire bouger les choses, on a choisi de s'allier à un des grands poids lourds de l'industrie pour en effet que ce message soit porté plus haut, plus fort et dans des instances qui ne sont pas les nôtres. Et surtout, on espère que Nestlé va démontrer à quel point cette loi peut être mise en œuvre, à quel point c'est faisable, aussi dans le tissu politique, de vite mettre un système réglementaire similaire en Suisse. Du côté de Nestlé, ça fait une dizaine d'années qu'on s'est fixé l'objectif zéro déforestation, avec pour délai 2025. Mais si l'on soutient aujourd'hui la loi européenne, c'est bien sûr aussi pour des raisons économiques.
En Suisse, nous, Nestlé, on produit du chocolat, on produit du café. Chaque capsule Nespresso qui est consommée quelque part dans le monde a été produite en Suisse. Dans notre usine de Bro, où on produit notre chocolat caillé, là, à peu près la moitié de l'usine est dédiée à l'exportation. Et donc, il faut qu'on ait un accès au marché européen. Autre grand chocolatier, le groupe Coop, avec sa marque Alba, se dit prêt également à intégrer les standards européens dans la loi helvétique. Nous avons vu par le passé que les engagements volontaires n'ont pas vraiment d'effet. De notre côté, nous élaborons et nous n'achetons que du cacao certifié équitable et en partie bio. Dans ces normes est déjà comprise l'interdiction de déforester. Ça signifie que notre cacao est déjà conforme aux règlements européens. Mais l'enjeu, c'est aussi de pouvoir résister à la concurrence, parce que tout ce travail supplémentaire, ça a aussi un coût. Et si les autres chocolatiers sont obligés aussi de fournir un effort supplémentaire, ce n'est que justice. Et d'ailleurs, c'est faisable. Cette nouvelle loi pourrait aussi se révéler une arme redoutable contre le greenwashing, pour démasquer les entreprises qui communiquaient déjà sur des engagements écologiques, mais sans véritable résultat. Depuis des années, la stratégie, le rêve des entreprises, c'est qu'on puisse se reposer que sur des standards volontaires, des certifications à la carte. On choisit les bonnes actions, les bonnes pratiques, et puis ensuite on les valorise au niveau marketing. Malheureusement, jusqu'à présent, ça n'a pas suffi. Il n'y a jamais eu autant de déforestation. On a perdu 80% des forêts entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. On a un tissu social qui s'est dégradé. Donc ces stratégies volontaristes ne fonctionnent pas très bien. Donc d'avoir un cadre réglementaire, c'est sûr que ça va renforcer la pression. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des engagements zéro déforestation. Il y a beaucoup d'entreprises qui le prennent au sérieux. Il y en a aussi sûrement quelques-unes qui ne le prennent pas au sérieux. Celles qui le prennent en sérieux, ils utilisent des outils comme Starling ou d'autres moyens de vérifier si leurs engagements ils sont bien mis en place. Très souvent, le début, c'est facile à faire et c'est rapide à évoluer de je ne sais rien à je suis X% libre de déforestation. Et c'est toujours la dernière partie qui est la plus dure à fermer, qui est la plus dure à résoudre parce que c'est le plus complexe où il faut encore trouver aujourd'hui les solutions. Plusieurs ONG, dont le WWF, établissent chaque année le Chocolate Scorecard, un classement des chocolatiers selon leurs engagements environnementaux et sociaux. Troisième de la catégorie chocolatier de moyenne et grande taille, et premier suisse, on retrouve Alba. Nous travaillons avec les mêmes fournisseurs depuis plus de 15 ans. Nous les connaissons bien. Nous sommes régulièrement sur place, nous connaissons leurs problèmes et nous collaborons pour trouver des solutions afin d'améliorer la vie des agriculteurs, pour améliorer les revenus et surtout pour aborder tous les thèmes de la durabilité. Bien meilleur élève que son principal concurrent Migros avec sa filiale Delica, classée 28e sur 38. Nestlé, de son côté, atteint la 8e position de ce classement. Historiquement, bien sûr, nous, en tant que Nestlé, on a plus de 1000 ingénieurs agronomes dans le monde entier, donc on est présent sur les exploitations. Maintenant, ce qu'on a en plus, c'est typiquement toutes les images satellitaires qui viennent vraiment donner un support important pour pouvoir assurer cette traçabilité et donner la garantie qu'il n'y a effectivement pas de déforestation après dans la chaîne de valeur. Et Nestlé promet que son engagement a lieu pour l'ensemble de ses produits, comme on l'affirme dans cette vidéo de promotion. Difficile à vérifier, parce qu'avec la nouvelle loi européenne, les entreprises pourraient bien être tentées d'envoyer leur cacao à la provenance plus opaque vers d'autres marchés. Le risque d'avoir un marché qui tourne à deux vitesses, il est clairement là, qui est un marché de produits qui vont à l'Union européenne, qui sont propres et qui sont bons, et puis tout le reste qui va continuer d'exister et qui va être dirigé ailleurs. La Suisse ne peut pas devenir un îlot réglementaire où vont arriver toutes les marchandises issues de la déforestation, notamment le cacao, pour être retransformées et revendues ailleurs. Donc si on ne veut pas devenir cette plateforme tournante de la déforestation, il faut engager ces politiciens et leur demander que ce soit eux qui fixent un cadre pour que quand je consomme mon produit, j'ai déjà une garantie d'office qui ne vient pas de la déforestation. Le Parlement décidera cet automne s'il veut adapter la loi suisse à la nouvelle réglementation européenne. La garantie d'une meilleure traçabilité pour le consommateur
mais sans s'attaquer à l'une des causes principales de la déforestation, les rémunérations des planteurs. Souvent, c'est la pauvreté qui les incite à agrandir leur domaine et donc à déboiser. En Côte d'Ivoire, par exemple, le salaire moyen est de moins de 1 franc par jour. Les Européens gagnent beaucoup de milliards d'euros, de dollars à travers notre travail, mais on n'a pas de rémunération, on ne nous réinvestit rien. Aujourd'hui, nous plantons le cacao, nous produisons le cacao, mais nous, on ne mange pas le cacao. Alors, ceux qui mangent le cacao doivent chercher à comprendre dans quelles conditions le cacao est produit. Bon, la seule condition qui préoccupe les consommateurs est s'ils ont coupé la forêt. Des conditions de travail si difficiles que beaucoup de jeunes préfèrent quitter l'exploitation familiale et chercher les opportunités ailleurs. Aujourd'hui, même les jeunes n'ont pas envie d'aller au champ. Si on créait des conditions, même on faisait des écoles agricoles par exemple, ils prennent la mer pour aller mourir dans l'eau, c'est-à-dire en allant chez vous là-bas. Et bricader ces écoles agricoles-là, voir comment conserver la forêt et comment apprendre les planter pour la replantation. Les conditions de vie des planteurs ne sont pas incluses dans la loi européenne sur la déforestation. Sur ce point, on ne se base encore que sur les règlements en vigueur dans les pays de production. Bonsoir Samy Manga. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous depuis Berne. Vous êtes artiste, écrivain, vous signez ce livre Chocolaté aux éditions Éco-Société, un roman dans lequel vous dénoncez la misère des cultivateurs de cacao et l'impact environnemental de cette culture, un monde que vous connaissez bien hein, puisque vous y avez travaillé pendant votre enfance au Cameroun. Samy Manga, on vient d'entendre ce syndicaliste. Est-ce que c'est possible de préserver la forêt, la biodiversité sans tuer le cacaoculteur ? Bien sûr que c'est possible, hein, parce que en fait, la culture intensive du cacao a amené avec elle aussi beaucoup d'autres dérives qui ont fait qu'on a oublié qu'il y a des techniques aussi aujourd'hui, des techniques d'agroécologie. Il y a un cacao qui est capable de pousser tout en permettant à toute la biodiversité autour de s'épanouir. Mais c'est des techniques qui ont aujourd'hui on n'a pas voulu assimiler il y a longtemps. Aujourd'hui, ça nous rattrape et c'est ce qu'il faut faire parce que ça traîne la déforestation, la faune, l'empoisonnement des sols, alors qu'on peut tout faire pousser ensemble. Parce que pour vous, pour être clair, hein, notre consommation effrénée de chocolat et la manière dont celui-ci est cultivé, enfin dont le cacao est cultivé, pour vous, c'est insupportable pour les pays producteurs de cacao. Mais c'est clair parce que j'ai regardé avec vous aussi votre reportage tout à l'heure et c'est exactement ça. C'est une consommation qui implique beaucoup de choses. C'est pas qu'un carré de chocolat ou une simple barre alimentaire. C'est tous les problèmes qu'il y a autour qu'on a déjà cités, de déforestation, de pollution, de travail des enfants, de mauvaise rémunération. Donc la façon dont on consomme le chocolat en Europe, on s'interroge en tant que cultivateur de cacao, en tant que pays producteur de cette matière première qui ne nous bénéficie pas finalement. Bon, là, on vient d'entendre Nestlé, le WWF, et puis tout un tas de gens actifs dans le monde du chocolat dire que ça allait aller mieux, être très optimiste sur cette lutte contre la déforestation. C'est bon, les problèmes vont être résolus. Mais alors, je suis désolé. Vous savez, il y a tout un tas de conventions comme ça qui ont été signées et qui n'ont jamais été respectées. Je pense par exemple à cette convention de Hacking-Engel qui a été signée en 2001 aux États-Unis, qui impliquait qu'un certain nombre de grands groupes de multinationales, 8 grands groupes de multinationales, puissent intégrer cette démarche de transition écologique, de respect du travail des gens de réforestation. Ça fait 25 ans. Rien n'a foncièrement changé. On voit les chiffres, on voit comment toutes les dérives progressent. Et aujourd'hui, on vote de nouvelles lois pour refaire ce qu'on a dit vouloir faire il y a 25 ans. Une convention notamment qui visait à éradiquer le travail des enfants, alors que d'après une étude de 2020, encore 1,5 million d'enfants travaillent notamment dans les plantations de Côte d'Ivoire et du Ghana uniquement. Samy Manga, quel message est-ce que vous adressez aujourd'hui aux Suisses, gros mangeurs de chocolat?
Mais le message, pour moi, il me semble, il est très simple. Il y a 50 ans, la consommation de chocolat en Suisse ne nous posait pas véritablement un problème puisqu'on ne parlait pas encore de la condition climatique. Donc aujourd'hui, que voilà, le chocolat est un produit, c'est le 4e produit le plus pollueur dans l'industrie alimentaire. Aujourd'hui, il faut interroger la barre de chocolat. Ce n'est pas qu'un aliment, c'est le travail des gens, c'est la déforestation, c'est des cacaoculteurs qui sont sous-payés. Et ça, il faut véritablement que le consommateur prenne ses responsabilités de savoir qu'est-ce que je mange, comment c'est produit et est-ce que les conditions de fabrication, de production de cet aliment sont respectées, parce que le consommateur, c'est aussi le porte-monnaie des multinationales. Merci beaucoup pour votre regard, Samy Manga. On rappelle votre livre, Chocolaté, aux éditions Éco-Société. Merci et très belle fin de journée à vous. Merci beaucoup. Avant de